Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et grand merci aux organisateurs de m'avoir donné la possibilité de parler avec vous donc de la place des familles dans l'évaluation. J'avais proposé le titre de l'évaluation participative, c'était aussi ce qui m'avait été sollicité. Et puis je dois vous avouer qu'hier soir, quand j'ai vu le programme et que je l'ai lu, j'ai eu une petite interrogation en me demandant s'il n'y a pas une erreur sur le sujet, mais finalement non, on va le mettre sur le compte du lapsus, mais qui n'est peut-être pas anodin. En tout cas, nous allons voir ensemble, et dans la logique de ce que vous avez déjà travaillé depuis hier, et surtout dans la ligne de ce que Mme Doris a énoncé ce matin, justement de la nécessité d'une évaluation participative, et donc voir la place des familles. Donc nous avons pu travailler sur une méthode d'évaluation participative et je vous en présenterai les principes. Vous m'avez donné un petit peu plus d'une demi-heure, donc on en présentera les principes, pas la méthode elle-même dans un petit court temps, mais néanmoins ce que signifie une évaluation participative et de quoi parlons-nous, de quel niveau d'évaluation s'agit-il. Voilà, je vais faire un tout petit détour. Pourquoi parler de l'évaluation en protection de l'enfance et Mme Doris l'a bien précisé ce matin en nous précisant de manière tout à fait remarquable les 3 niveaux de contrôle. Et dans cette suite, on voit bien qu'en protection de l'enfance, la question de l'évaluation se pose nécessairement pour surtout intervenir en temps voulu. Intervenir en temps voulu et en même temps, pour reprendre ses propos, de manière légitime, adaptée et aussi proportionnée à la difficulté de la situation, si difficulté il y a. Il y a surtout la nécessité de disposer de références partagées et transparentes. Et quand nous avons commencé à travailler cette question, nous venions de lire le rapport que présente chaque année l'ONED, l'Observatoire national de l'enfance en danger, au gouvernement et au Parlement, et celui de 2006 portait justement sur la nécessité de renforcer la rigueur de l'évaluation en protection de l'enfance et en France. Et ce constat était partagé. Donc il s'agit finalement de disposer de références partagées et transparentes. Et quand je parle d'une évaluation et de références partagées, c'est en premier lieu partagées avec les parents et les enfants concernés et transparentes dans le sens où elles sont clairement explicitées et qu'elles permettent de ce fait de pouvoir leur donner la possibilité non seulement de s'expliciter, mais de faire elles-mêmes un diagnostic, de les étayer dans ce diagnostic et aussi d'avoir des critères qui vont justifier le contrôle dont nous avons parlé ce matin. Donc il s'agit aussi de réduire les effets des représentations. Vous les avez évoquées à plusieurs reprises aussi, les représentations culturelles, les représentations à l'égard des familles dites pauvres, par exemple, mais aussi réduire les effets des projections, des identifications et affects de la part des professionnels. Et ça, vous le savez tous bien, dès que vous êtes inscrit dans une relation avec des personnes, vous ne pouvez pas vous mettre à l'abri de ces représentations, de ces affects. Néanmoins, il s'agira de les reconnaître et d'en réduire leurs effets. J'attirerai l'attention aussi sur la nécessité, et en politique publique c'est tout à fait important, la nécessité de l'équité d'accès et de pouvoir le garantir. Le garantir, justement, c'est au regard de ce risque des affects. S'il ne s'est pas garanti par des références tout à fait partagées et transparentes, eh bien nous mettons les professionnels à l'épreuve et notamment les personnes concernés, les parents et les enfants, à l'épreuve de l'aléa de la rencontre et du professionnel rencontré. Donc il s'agit bien de protéger l'ensemble et le professionnel d'une part, mais aussi parents et enfants. Donc évaluation partagée, bien évidemment, maintenant on parle plus d'évaluation partagée, nous ajoutons le vocable participatif et partagée en premier lieu avec parents et enfants, donc avec les familles, mais aussi avec d'autres professionnels. C'est la question aussi du pluridisciplinaire. Et il s'agit
Surtout, autre enjeu, c'est de pouvoir, au regard de l'évaluation, conduire des actions qui soient adaptées. Madame Doris a dit ce matin proportionnées, c'est écrit ainsi dans les textes, proportionnées à la situation. Donc on voit ce qui va légitimer, l'évaluation va légitimer finalement l'intervention elle-même et l'émission dans la sphère privée. Et il y a aussi, au regard, et ça c'est la thématique que vous avez retenue, la nécessité de penser la place des parents et des enfants dans l'évaluation. Et on va voir, nous avions un thème récurrent depuis le début des années 2000, et il s'agissait de réfléchir à la place des parents dans le système de protection de l'enfance. Et nous voyons qu'aujourd'hui, nous passons maintenant à la place des parents et d'enfants dans l'évaluation même, et pas seulement dans le système de protection de l'enfance. Pardon. Voilà. Un tout petit détour, je vais le faire rapidement parce que Mme Doris l'a brillamment fait ce matin, mais quelques points que je vais rappeler en préambule. Dans la loi du 5 mars 2007, il faut se rappeler que l'évaluation, elle est posée comme une obligation. Une obligation dans le sens où il n'y a pas de prestation sans une évaluation préalable. Donc en ce sens, ceci est une obligation au sens de la dépense des finances publiques, par exemple, mais aussi pour légitimer, qu'est-ce qui vient encadrer et légitimer le contrôle, tel qu'il a été défini ce matin. Ce qui va légitimer, c'est une évaluation préalable pour le justifier. Elle est aussi posée comme un droit. D'un autre côté, c'est du coup un droit pour les familles. Et ça, il faut l'entendre ainsi comme un droit, à ce qu'il n'y ait pas une émission dans la sphère privée qui serait illégitime, et un droit à un traitement équitable de la situation. Donc, une obligation pour les uns et un droit pour les autres. La loi de 2007 introduit aussi à l'égard de l'évaluation une possibilité nouvelle, c'est la possibilité du partage de l'information dite à caractère secret. Et dans deux conditions, à la fois pour évaluer la situation, d'une part, et d'autre part, pour déterminer les moyens d'action et réajuster les moyens d'action. Donc ça vaut également tant pour l'évaluation initiale que pour l'évaluation continue. La même loi rappelle la nécessité d'une formation à l'égard de l'évaluation, parce qu'elle introduit l'évaluation comme une obligation, mais de fait, avoir une formation partagée, une culture. Maintenant se pose la question même des référentiels communs ou pas, mais c'est la question d'une culture commune partagée de l'évaluation. La question de la pluridisciplinarité également dans la conduite de l'évaluation, c'est-à-dire multiplier les regards, les croiser, et ceci tant pour l'évaluation initiale, et là au regard des informations qui doivent maintenant être recueillies par la cellule de recueil des informations préoccupantes, et qu'au cours de l'accompagnement. Et de la même manière, cette obligation que j'ai indiquée tout à l'heure, elle vaut non seulement pour l'évaluation régulière, pour l'évaluation initiale, mais aussi pour l'évaluation irrégulière. Et l'évaluation régulière est également introduite comme une obligation qui vient scander l'accompagnement. Ce matin, Mme Doris rappelait aussi qu'une intervention a un terme. Elle n'est pas légitime au-delà. Elle ne se reconduit pas tacitement. Dans la loi de 2007, et là nous arrivons au cœur de notre sujet, c'est la tension. Beaucoup ont beaucoup discuté sur la loi française, on pourrait dire, qu'elle met en tension deux types de droits. Et c'est très net dans la loi de 2007, où il est rappelé la nécessité de soutenir les parents dans leur rôle parental. Deux types de droits sont mis en tension. D'une part, le droit de l'enfant à la protection, à sa protection, et d'autre part, le droit au respect de la vie privée. Donc on a une tension entre ces deux types de droits. Et l'éclairage de ce matin nous montre bien et nous recadre sur justement le droit de l'enfant à la protection et ce qui vient légitimer le contrôle tel qu'il a été défini ce matin. Donc on voit ici à nouveau l'évaluation comme le point nodal de cette articulation et de cette tension et qui va légitimer cette intervention. Et l'évaluation est elle-même une intervention sociale, il faut le rappeler.
La loi de 2007 met aussi en avant les domaines d'évaluation. Sur quoi doit porter l'évaluation? D'ailleurs, ces domaines sont repris dans d'autres circulaires postérieures, notamment la circulaire sur la mesure judiciaire d'investigation éducative de 31 décembre 2010, sur les domaines, actuellement, mais il n'est pas indiqué domaine d'évaluation, mais domaine d'investigation. Donc, un autre point est tout à fait important, et vous allez voir comment nous allons nous en saisir, c'est l'introduction de la notion de développement comme un des domaines d'évaluation, d'une part, mais aussi la notion de développement qui vient aussi permettre de comprendre ce que signifie intérêt supérieur de l'enfant, l'intérêt de l'enfant tel que c'est écrit dans la loi de 2007. La notion de développement, finalement, est introduite ici comme un critère d'appréciation du danger, c'est-à-dire le danger au regard du risque d'entrave ou de l'entrave déjà existante du développement de l'enfant. Donc, ces différentes notions introduites nous montrent une nécessaire évolution, depuis la loi de 2007, de l'appréhension des situations familiales. Et il faut voir que depuis le début de ce qu'on appelle maintenant les lois 2000, tant la loi du 2 janvier 2002 que la loi du handicap de février 2005, que cette loi de 2007 et les lois suivantes introduisent des modèles participatifs. Donc une évolution de l'appréhension des situations familiales à cet égard. Un autre point, parce qu'il aura son importance s'agissant de l'évaluation, la loi de 2007 ne reprend pas le terme de vocable maltraité. Il y a un glissement sémantique à cet égard, et c'est remplacé dans ce texte de loi par la notion de danger ou du risque de danger, ainsi que par la notion d'intérêt de l'enfant, comme je l'ai indiqué. Et donc, du coup, nous avons parlé de la subsidiarité du judiciaire par rapport à l'administratif. La saisine de l'autorité judiciaire, ce n'est pas tant le danger avéré que l'impossibilité d'accepter une aide pour faire cesser ce danger. Donc l'adhésion des familles, Mme Doris parlait ce matin de consentement, ça me paraît plus adéquat. Si j'avais fait le support après l'avoir écouté, je crois que j'aurais mis consentement des familles, va être le critère principal du passage de l'aide administrative à l'assistance éducative judiciaire. Il manque le terme assistance sur les diapos. L'assistance éducative judiciaire. Et donc, ce consentement, l'adhésion même, la mobilisation possible de la famille devient elle-même un objet d'évaluation. Vous l'avez vu, ce n'est pas si simple de savoir si la famille peut se mobiliser, les professionnels disent se mobiliser pour de vrai. Donc c'est dans ce contexte que nous avons commencé des travaux dont je vais vous présenter aujourd'hui les principes. Donc la loi de 2007, sauf qu'en 2006, elle était quand même dans les cartons. Il y avait le rapport de l'ONED rapport au gouvernement et au Parlement, non, et il y avait un consensus sur le travail en matière d'évaluation. Donc l'ONED a ouvert un appel d'offres en 2006. Il le fait régulièrement, mais en 2006, c'est un appel d'offres ouvert, un des premiers appels à la recherche. Et nous avons proposé, à ce moment-là, ce qui nous semblait être un sujet de devoir s'imposer, celui de l'évaluation en protection de l'enfance. Et se sont associés à ce travail des conseils généraux, qui eux-mêmes, surtout lorsque nous avons commencé tout début 2007, étaient préoccupés, on pourrait dire, préoccupés par les informations préoccupantes et leur nouvelle responsabilité en matière d'évaluation, comme on vient de le citer. Donc, ce travail est inscrit dans un programme de recherche et de formation-action depuis ce travail soutenu par l'ONED. Donc, la première année, l'appel d'offres de l'ONED en 2006, qui a proposé ce qui est devenu la conception de ces référentiels d'évaluation participative, d'une part, et puis ensuite, et le conseil scientifique nous a alertés, et nous-mêmes, nous en avions vu la nécessité. Nous avons conduit une phase suivante, un peu plus difficile que sa conception, qui n'a pas été complexe, mais et puis plus d'enjeux, c'est la validation scientifique de ce premier outil.
la validation scientifique du référentiel. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et à nouveau, une participation active de professionnels, quand je dis de conseils généraux, c'est inscrit dans leur politique départementale, soit, mais c'est une participation active des professionnels de terrain. Puis ensuite, la diffusion, la modélisation pour que ce référentiel soit partagé. Et vu l'enjeu de la modification des pratiques à venir et puis l'évolution possible de ces travaux, l'ONED a proposé de mettre en place un comité d'observation et de suivi de l'utilisation de cet outil, non seulement suivre la diffusion, mais aussi les transformations qu'il conduit. Et depuis, nous avons continué à travailler sur le même sujet, c'est-à-dire que quand nous avons commencé nos travaux, nous avions cette idée de participer à l'élaboration de références pour l'évaluation, mais dans un continuum de l'évaluation initiale à l'évaluation en cours d'accompagnement et surtout à l'évaluation de l'impact de la mesure. Et nous avons ensuite repris des travaux, bien évidemment, commencé par l'évaluation initiale de fait de la préoccupation des conseils généraux, mais aussi maintenant, nous avons à disposition un travail qui est suivi aussi par ce comité de suivi d'observation sur son utilisation en cours d'accompagnement et de l'impact de la mesure, et là, avec une participation active de professionnels, des équipes, des services habilités associatifs habilités. Donc, ce programme de recherche s'est complété ensuite par une nouvelle réponse à l'ONED en 2010, et l'ONED était à ce moment-là préoccupé, enfin, le motif de cet appel d'offres montrait la nécessité de s'interroger sur l'accès à la santé des enfants confiés au titre de la protection de l'enfance. Et là, avant de commencer, nous avions des hypothèses relativement péjoratives. Et hélas, toutes ces hypothèses ont été confirmées, voire au-delà de nos espérances, même si des chercheurs sont en général satisfaits de voir leurs hypothèses confirmées. Des chercheurs aussi impliqués que nous dans le domaine ont été inquiets de voir, nous avons été inquiets de voir ô combien elles étaient confortées. Et nous avons à ce moment-là aussi proposé des préconisations en matière d'articulation des politiques publiques, en matière d'articulation des actions et en matière d'articulation des plans d'action auprès de chacun des enfants, à plusieurs niveaux. Et puis nous avons une étude en cours, toujours dans cette thématique, sur l'appréciation des situations de maltraitance. Et puis ces travaux ont été connus aussi par la direction de la PJJ, et j'ai parlé tout à l'heure de la mesure judiciaire d'investigation éducative, et la direction centrale de la PJJ nous a sollicité pour les aider à structurer des références pour conduire justement la MJE. Voilà. La conception du référentiel s'est elle-même faite de manière participative, inspirée des conférences de consensus, avec une élaboration d'outils et de tests dans les départements, puis sa validation scientifique. Alors la validation scientifique, pourquoi ? Il nous avait été dit, avant que nous nous lancions dans ces travaux, que nous allions rencontrer des résistances, surtout en 2007, s'agissant de l'évaluation en protection de l'enfance. Alors, il est vrai que les départements qui sont associés à cette recherche avaient une volonté d'avoir des outils, d'une part, et d'autre part, les professionnels, les acteurs étaient engagés dans une recherche participative avec production même d'hypothèses partagées, et nous n'avons pas eu de difficultés et de résistance, si on peut dire, telle qu'on avait prévu. Et nous avons été soumis, au contraire, à une autre difficulté que nous n'avions pas préméditée, on pourrait dire, ou anticipée. C'est au contraire, une fois que la version 1, on va dire, a été constituée à l'issue du premier programme de recherche, mais c'est que les professionnels qui avaient commencé à travailler ne voulaient plus lâcher l'outil, ceux-là. Et nous avons demandé de faire un stop et d'abord de valider avant de diffuser. Pourquoi valider ? D'abord pour s'assurer que l'outil est pertinent, c'est-à-dire vérifier que l'on mesure bien ce que l'on prétend mesurer, c'est-à-dire que c'est bien adapté à la cible et que les références sont aussi elles-mêmes pertinentes. S'assurer également qu'il y ait une fidélité suffisante. La méthode principale, c'est la fidélité dite interjuge. Et ça, c'est redoutable à conduire avec une recherche avec des acteurs de terrain,
parce que nous avons demandé à ce qu'une même situation puisse être évaluée par deux évaluateurs qui ne se concertaient pas, alors qu'on leur disait par ailleurs de travailler en binôme. Et là, il y en avait un autre professionnel du même corps de métier d'un des deux membres du binôme qui retestait, on voyait les écarts entre eux pour s'assurer qu'il y ait une fidélité et qu'il y ait bien la même appréciation sur la même situation avec le même outil à la même période. S'assurer également l'acceptabilité. Là, on comprend que ça ne prenne pas excessivement de temps au point de paralyser un service, hein, et surtout que ce soit applicable, mais la première partie de l'étude l'avait déjà montré. Et les apports de la validation ont conforté sur la pertinence, l'adaptation, nous ont aidés à clarifier. Quand il y avait des écarts, quelquefois, c'est que les questionnements n'étaient pas non plus forcément suffisamment clairs ou cohérents. Et surtout, le travail principal, c'est la fidélité, et pour l'obtenir, nous avons montré qu'il fallait aussi clarifier des questionnements, et nous avons gagné en clarté. Voilà. La population concernée, les jeunes de la protection de l'enfance, hein, même s'ils ont commencé d'abord par les petits avant d'étendre, avec une idée de faire un objectif, une approche dynamique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de faire une photo juste, un instantané dans le temps, notamment du développement, c'est le développement dans sa dynamique, une approche clinique. Alors ça peut être étonnant en protection de l'enfance si on décrit pourquoi clinique. Clinique au sens strict veut dire au pied du lit du malade, donc au pied du lit du malade, protection de l'enfance, surtout ici avec le thème que vous avez aujourd'hui. C'est simplement pour apporter l'idée qu'il s'agit d'observer au plus près. Il s'agit d'une clinique de l'observation, on pourrait dire, et de s'assurer que le développement de l'enfant ait été effectivement apprécié. Et quand nous avons commencé nos travaux, nous avons travaillé sur des rapports d'évaluation et nous avions parlé à ce moment-là de l'invisibilité de l'enfant. Des rapports ne parlaient pas directement de l'enfant et de ses difficultés. Et donc une approche partagée, je l'ai déjà dit, et qui croise les regards, et non seulement les regards des professionnels selon les différents métiers et disciplines, donc c'est pluridisciplinaire, mais aussi des familles, aussi et surtout des familles et des enfants. Une investigation aussi systématique, investigation, là c'est pas au sens du judiciaire, mais au sens de conduire une observation systématique et appuyée par domaine d'observation. Et il y a une filiation de nos travaux avec un travail canadien, donc c'est inspiré du modèle canadien. Il ne s'agit pas de l'adaptation de ce modèle, mais d'une inspiration dans le sens où les travaux et les outils utilisés par le Centre de jeunesse de Montréal se sont inspirés du travail projet de vie permanent pour les enfants de 0 à 5 ans, les travaux de Steinauer. Et ce qui nous avait vraiment intéressé de cet outil, c'est sa structuration par domaine et surtout sa structuration qui conduit les professionnels à ne pas faire l'impasse du domaine, de le faire systématiquement, même s'ils ne le font pas à fond selon la situation, on pourrait dire, mais qui le font aussi en concluant systématiquement, avec une conclusion centrée sur les atouts, donc les ressources, le potentiel, les leviers d'action d'une part, et sur les difficultés, ce que les Canadiens ont appelé les points d'inquiétude d'autre part. Et donc ce modèle construit par domaine, conduisant à rechercher cette évaluation de ressources et de points d'inquiétude et de conclure, nous semblait tout à fait pragmatique, efficient, on pourrait dire performatif. Et nous en sommes inspirés. Il s'est agi, par contre, il ne s'est pas agi, par contre, d'adapter le modèle et les items, même déjà rédigés en français, ça aurait été une contre-performance. Voilà. Donc, il est construit par domaine. Les informations administratives, bien évidemment, mais informations administratives qui permettent de voir les personnes en présence, qui permettent de s'assurer des interventions déjà effectuées, par exemple, et puis des domaines d'observation stricts dans lesquels il s'agit de conduire cette observation. Donc le contexte socio-économique, culturel, environnemental de vie de l'enfant, puisque par exemple la circulaire de l'MJE parle de contexte de vie, c'est la même chose, hein, contexte de vie, on pourrait dire, les conditions de vie de l'enfant et de sa famille, et un domaine central,
Et là, c'est un des principes de cette méthode. Le domaine central est celui de la santé et du développement de l'enfant. Il s'agit d'observer vraiment sa santé, la qualité de son développement, est-il favorable, et au regard de ce qui est attendu d'un enfant du même âge. Et puis d'autre part, un autre domaine, celui de la parentalité, l'exercice des fonctions parentales. À chaque fois, une synthèse, atouts et points d'inquiétude. Et puis la loi de 2007 a ce point de bascule sur la mobilisation parentale, et en cohérence avec ce principe, nous avons introduit un autre domaine qui est comme un métadomaine déduit des autres, mais dans lequel on conduit aussi, on demande de conduire une évaluation, c'est celle de l'élaboration partagée d'une stratégie d'accompagnement. Voilà, dans le temps de l'évaluation, la mobilisation et comment elle s'observe pour arriver à une stratégie partagée, une élaboration partagée avec la famille et l'enfant. Et après d'avoir une mise en perspective de toutes ces synthèses, un peu comme jauger, plus que de juger, on jauge l'ensemble de ces points d'atouts et d'inquiétude. Et puis ensuite, formuler des hypothèses et des caractérisations de situation. On a bien là, et là, c'est plus ensuite dépendant de cette méthode, bien nécessairement, toute méthode conduit à proposer des mesures. Et puis dans la loi de 2007, de produire aussi ensuite un projet pour l'enfant, tel qu'inscrit dans cette loi, un projet pour l'enfant qui garantisse la continuité, mais qui garantisse aussi des objectifs, qui est un peu une feuille de route lorsqu'une mesure est décidée, pour conduire ensuite le suivi et l'accompagnement. Donc il nous semble, déduit de cette méthode, le projet peut être construit en domaine également. Et puis des indicateurs de suivi et ensuite d'impact en fin de mesure. Le terme référentiel, comme son nom l'indique, c'est pour afficher des références explicites, les fondements théoriques pluriels, théorie de l'attachement, bien sûr, mais pas seulement. Ça, c'est transverse, la théorie de l'attachement, avec son retour en protection de l'enfance. Et là, vous connaissez, je ne vais pas développer davantage. Mais aussi l'approche développementale, très important au regard de ce que je viens de dire sur la question de la santé. L'approche psychanalytique également, et notamment, même si tout à l'heure, ce n'est pas la tendance de l'approche psychanalytique, on pourrait dire les critiques, mais il nous a semblé important de rappeler les fondamentaux nécessaires, notamment pour comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, la nécessité de repérer les effets de la relation, les effets des projections, les effets des identifications et des représentations, et réduire ces effets. L'approche socioculturelle, on le voit bien, et c'est d'ailleurs une des lignes de force de votre congrès. L'approche systémique, et puis comprendre la famille dans son ensemble, dans son environnement, mais aussi comprendre comment un intervenant, quand il est longtemps en contact, et justement cette question de la temporalité du temps est tout à fait important, il fait rapidement partie du système. Les axes de la parentalité, dont je ne vais pas les développer, Madame Doris les a indiqués ce matin, en référence aux théories de Husserl et successeurs, notamment je pense à Catherine Semney. Voilà. Donc dans chaque domaine, un appui théorique, des points d'attention et surtout des temps de bilan. Et des bilans qui peuvent être partagés, au contraire, qui pourraient être partagés avec famille et enfants. Les principes de cette méthode, c'est dynamique, comme je l'ai dit, participative, c'est-à-dire que travailler sur ces domaines séparément, il s'agit après de les mettre en perspective. Ce n'est pas une approche sommative et normative, sous réserve qu'on regarde bien des normes et des lois induites par les lois du développement de l'enfant. Mais c'est plutôt une dynamique participative, une évaluation en positif par le bien-être, dans le sens où c'est le bien-être de l'enfant et son entrave qu'on va regarder, plutôt qu'en négatif uniquement sur le risque. On va regarder néanmoins le risque, mais aussi le bien-être de l'enfant. Et l'évaluation est centrée sur l'enfant. Ce sont ses besoins et ses besoins appréciés au regard de son développement et dans les différentes dimensions du développement, un développement affectif, un développement social, mais aussi un développement cognitif, par exemple.
C'est aussi une approche qu'on va dire constructive, dans le sens elle met l'accent sur les ressources, et elle est transformative dans le sens où on va rechercher à transformer la situation. Et transformer la situation parce qu'elle s'appuiera sur les ressources comme des leviers d'action. Et pour reprendre une expression de Catherine Selnay, il s'agit là de passer d'une clinique des défaillances à une valorisation de potentialités. Dans une approche qui permet d'associer les parents, donc elle est démocratique, c'est l'équité d'accès, on avait dit, mais c'est participer au sens où, dans le domaine, dans le registre administratif, on va parler de participatif, dans le registre judiciaire, on va parler de contradictoire. Pour ce faire, il faut bien une évaluation qui soit partagée, aux références clairement explicitées. Ces caractéristiques, c'est de souligner le pouvoir d'agir quand il s'agit de relever les ressources, souligner les ressources, les atouts, c'est aussi pour favoriser le pouvoir d'agir sur ces ressources, au regard des difficultés qui ont également été pointées, en recherchant la reconnaissance de difficultés et la capacité de compréhension des besoins de l'enfant. Toujours au regard des besoins de l'enfant, c'est des forces et des ressources, des attitudes parentales, au regard des besoins de l'enfant. De cette façon, on va dire que ça va favoriser ce pouvoir d'agir, le savoir des parents, c'est-à-dire le professionnel va rechercher les représentations des parents, les préoccupations, dans un contexte, on pourrait dire une analyse écosystémique, ça c'est en se référant aux approches canadiennes et anglaises d'Ellen Jones, par exemple, la compréhension des besoins de l'enfant dans différentes dimensions, toujours au regard de son développement. Alors, ces principes, c'est de penser qu'il y a une stratégie d'intervention évaluative, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur un projet de service, est organisée. L'introduction de cette méthode peut conduire à réinterroger d'ailleurs des organisations. On a vu, s'agissant des évaluations initiales, quelquefois des réorganisations du circuit de traitement des informations et des décisions, et lorsqu'il s'agit d'une évaluation en cours d'accompagnement, eh bien, une réinterrogation des organisations en équipe. Ce qu'on va rechercher à chaque fois pour une participative, et donc c'est bien la place des familles dans l'évaluation, tel que le titre l'indiquait, c'est de rechercher la perception de chacune. Ce que nous avons appelé dans les formations dispensées, c'est de rechercher la trilogie des perceptions. C'est un vocable, on pourrait dire, pédagogique pour que les professionnels le retiennent, le prennent pour leur, se l'approprient, on pourrait dire. Trilogie des perceptions, au sens d'abord la perception de l'enfant, la perception du parent, avant sa propre perception à lui. Identifier les ressources et des synthèses étayées qui vont favoriser la progression vers les écrits. L'exercice des fonctions parentales au regard des capacités d'identification des besoins, mais aussi la capacité de répondre à ces besoins au regard de l'impact sur le développement. Et donc une observation de la mobilisation au regard de cela, c'est-à-dire la mobilisation est-elle possible justement pour mieux répondre aux besoins et accepter l'aide, avec une mise en perspective. Alors, on voit que là où le référentiel est introduit, est accompagné de formations, d'échanges, de réflexions sur les pratiques existantes ou à modifier, ça introduit des observations plus directes, avec des pratiques participatives, même si les professionnels se cherchent encore pour associer dans toutes les phases de l'observation et de l'évaluation les familles régulièrement. En tout cas, nous voyons déjà une approche pluridisciplinaire qui favorise cet échange, une participation plus active. Nous ne voyons plus de rapport d'évaluation sans l'observation de l'enfant. Donc l'invisibilité de l'enfant telle que nous avions vu au départ n'est plus la perceptible dans les rapports. Et surtout, et donc on a une conséquence sur la rigueur de l'écrit. Et il s'agit aussi de faire évoluer le regard sur la situation, donc ce qui donne une garantie des usagers et surtout un rôle actif de chacun des acteurs puisqu'il y a une mobilisation des ressources. Alors maintenant, je voudrais voir, on parlait de l'évaluation,
Tout à l'heure, je présentais davantage l'évaluation initiale. Et on va repérer, quand nous parlons de l'évaluation en protection de l'enfance, de quoi parlons-nous s'agissant de l'évaluation des situations. D'abord, l'évaluation initiale, au sens pas de prestation sans évaluation, mais régulière, l'obligation de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on est parti là de l'évaluation initiale au projet pour l'enfant. La loi de 2007 a introduit cette notion, garantissant la continuité, mais donnant une feuille de route. Eh bien, nous proposons que le projet pour l'enfant lui-même soit construit par domaine, comme l'évaluation initiale a été construite. Et ensuite, quelle évaluation pour agir? Comment étayer l'évaluation régulière au regard d'un plan d'action? Donc, comment passer de l'évaluation à l'élaboration partagée d'un projet d'accompagnement et ensuite l'évaluation de l'impact de mesures? Je vais très rapidement, il me reste 5 minutes. Donc, on va aller un petit peu vite sur chacun de ces termes, notamment à l'évaluation en cours d'accompagnement. Donc, le projet pour l'enfant, bien sûr, déduit de l'évaluation initiale, donc structuré en domaines, avec à chaque fois regarder les objectifs, les actions, les délais et le rôle de chacun. C'est une feuille de route, il ne s'agit pas de dire comment, mais il s'agit vers quoi. Par contre, on va s'arrêter un petit moment sur comment décliner à partir de l'évaluation initiale et à partir du projet pour l'enfant, surtout à partir du projet pour l'enfant, dans ce continuum, un plan d'action qui en soit déduit. En mettant en perspective les analyses, des préconisations d'action, dégager des axes de travail, il y a la feuille de route, mais là il s'agit de prioriser et d'élaborer ce que nous avons appelé un plan d'action structuré par domaine. Mais surtout un plan d'action qui soit partagé, au sens où il est partagé avec les parents. Et là, on reprend cette question, cette notion de ce matin de fonction parentale et exercée de manière partielle. De la même manière, au regard de cela, on parlera de suppléance partielle et de suppléance provisoire, puisqu'elle est limitée dans le temps, ou d'un étayage provisoire, puisqu'elle est limitée dans le temps. Il s'agit de construire aussi un plan d'action qui soit évaluable, c'est-à-dire il est évaluable dans le sens où il a des délais de mise en œuvre, il a des moyens de mise en œuvre, mais aussi il a des objectifs qui ont lui été assignés, des objectifs atteignables, donc ce ne sont pas des objectifs généraux, mais des objectifs au regard d'un calendrier, au regard du temps de la mesure, et évaluable au regard de l'évolution de la situation. Donc il s'agit, au regard, une fois que le plan d'action est mis en œuvre, à des temps pertinents, de regarder l'évolution de la situation et de réajuster éventuellement, ou d'arrêter, ou de mettre fin au plan d'action. Donc c'est une situation qui a évolué parce qu'un plan d'action a été mis en œuvre. Donc un plan d'action structuré par domaine, donc on retrouve la même question que j'avais tout à l'heure sur les objectifs et les délais, donc on ne va pas reprendre. Par contre, il y a peut-être au bas de ce slide quelque chose d'intéressant, c'est de prendre en compte les degrés. Et là, il y a un degré pour certaines actions conduites en soutien, en coordination ou en suppléance partielle ou provisoire, comme on l'a indiqué. Ça, c'est en travaillant avec les professionnels des équipes, des services associatifs que nous avons pointé et introduit cette notion graduée. Une évaluation participative qui réinterroge le sens de la mesure, et notamment si la situation de danger a évolué, et comment, à partir de là, l'indicateur principal, les critères principaux de la pertinence d'une mesure, de son adéquation, c'est bien l'observation de la santé et du développement. Toujours comme en évaluation initiale, comment on regardera l'évolution du développement de l'enfant. Si le développement s'est amélioré, à quoi cette évolution est due? À quelles conditions de contrainte? On a parlé ce matin du degré de contrainte. L'atteinte des objectifs pour évaluer effectivement la pertinence du plan d'action et avec une approche participative associant parents et enfants dans cette évaluation, non seulement dans les actions, mais au moment de l'évaluation.
et un retour. Du coup, c'est un moment réflexif avec un retour sur le plan d'action pour pouvoir le réajuster si nécessaire. Ce qui veut dire que nous avons travaillé au moment de cette utilisation en cours d'accompagnement sur la dynamique et la temporalité entre l'évaluation et l'accompagnement et l'évaluation. C'est-à-dire que la temporalité de l'accompagnement induit des moments clés d'évaluation. La question de rendre l'évaluation régulière obligatoire ne disait pas comment. Et là, en travaillant avec les professionnels, cette temporalité a été perçue, travaillée, et on a vu là les effets éventuellement subversifs, parce que ça réinterroge l'organisation même de l'accompagnement éventuellement. La temporalité de l'évaluation doit elle-même être adaptée à l'accompagnement. Et il ne s'agit pas d'évaluer au lieu d'agir, de passer son temps et d'évaluer plutôt qu'agir. Il s'agit d'évaluer pour agir et de faire un retour sur les modalités d'action. Donc c'est une évaluation inductrice d'un retour réflexif. Une chercheuse italienne, Paola Milani, parle d'évaluation transformative à ce moment-là, et nous sommes tout à fait en phase avec ce vocable. Donc ce retour réflexif sur les modalités d'action, les effets attendus et les effets perçus, et les aménagements qui vont être nécessaires en fonction de l'évolution et au regard de la pertinence du plan d'action à revoir. Donc c'est une évaluation qui à ce moment-là va être inductrice de changement et de modalités d'accueil et d'accompagnement, et aussi à nouveau négociée en associant la famille. Donc on voit les domaines qu'on a indiqués tout à l'heure. Donc là, c'est pour les montrer. Les anglo-saxons et notamment Ellen Jones les présentent en triangle, c'est un peu la même chose. Là, ils sont présentés pour montrer que les mêmes domaines d'évaluation sont également des domaines d'action, mais c'est surtout cette temporalité qui est peut-être un peu trop longue sur la diapositive, c'est de montrer que nous avons à prendre le temps de la mesure. Comment aller du plan d'action, du projet pour l'enfant à un plan d'action, et on passe de l'évaluation à une action structurée de la même manière, mais qui permet effectivement de faire ces allers-retours réflexifs de l'évaluation à l'action. Donc, c'est une approche elle-même en cours d'accompagnement de la même manière avec les mêmes vocables, clinique et participative, mais surtout visant une transformation de l'action, de la situation. Et de la même manière, c'est la même question pour l'évaluation d'un impact de la mesure. J'en ai fini. Merci. Je vous remercie de votre attention.